Au cours de l'année 2019, une nanomachine moléculaire d'un 10 millième de millimètre de diamètre et capable de pirater certaines cellules vivantes pour se répliquer, va subir une mutation la rendant compatible avec les cellules humaines. Vers la fin de l'année, cette entité infectera le premier humain de toute l'histoire et commencera alors sa réplication et sa diffusion exponentielle à toute l'espèce humaine, causant ainsi la crise connue sous le nom de Covid-19. Ainsi, une nanomachine 1000 fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu, et qui à un moment n'a eu qu'un seul représentant sur Terre, a eu la puissance de se répandre à l'échelle planétaire et de causer une crise mondiale. Aujourd'hui, on va voir comment cette nanomachine fonctionne. Retour dans le monde des nanomachines biologiques, et si vous avez aimé les illustrations moléculaires des épisodes précédents, vous aurez également de quoi vous réjouir ici. On va parler en détail du mécanisme de réplication du SARS-CoV-2, mais plus généralement de la réplication des virus de cette famille, et ce sera également l'occasion de voir certains aspects vertigineux du fonctionnement cellulaire qu'on avait pour le moment laissé de côté. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc retrouver facilement les parties qui vous intéressent. Voici à quoi ressemble un virion du SARS-CoV-2. Comme on l'a dit, il s'agit d'une structure d'un 10 millième de millimètre de diamètre, constituée essentiellement de protéines, de lipides et d'ARN. Comme pour la majorité des virus, il faut penser cette entité, lorsqu'elle est isolée, comme un objet relativement inerte, comme une particule. Ça ne mange pas, ça ne se propulse pas, ce n'est qu'un objet parmi les objets du monde macromoléculaire. Vous pouvez voir ici sa structure plus en détail. Son enveloppe en bleu foncé est une membrane constituée de lipides similaires aux membranes de cellules vivantes. Les protubérances en bleu clair tachées d'orange sont les fameuses protéines spike. En rouge et en vert sur la membrane, ce sont les protéines M et E, respectivement pour membrane et enveloppe, dont on détaillera le rôle un peu plus tard. À l'intérieur se trouve l'ARN du virus proprement rangé. Il s'agit de la structure filiforme représentée ici en orange. Cet ARN est enroulé autour d'un quatrième type de protéine, la protéine N pour nucléocapside, représentée ici en gris. Comme vous le savez certainement déjà, un virus ne peut se répliquer seul. La base des stratégies virales consiste à pirater des structures plus complexes, les cellules vivantes, pour se répliquer, leur permettant en contrepartie d'être plus simples et généralement beaucoup plus petits que ces cellules. Avant de détailler ce mécanisme de réplication, on va commencer par se rafraîchir un peu la mémoire sur les concepts importants du fonctionnement cellulaire. Dans le vivant, les protéines sont des chaînes d'acides aminés repliés dont la forme dicte la fonction. Elles peuvent jouer un rôle structurel, comme vous pouvez le voir ici, pour former des microtubules ou des filaments d'actine. Mais elles peuvent aussi jouer un rôle d'engrenage ou de machines diverses, parfois mécaniques, comme dans le cas de ce flagelle bactérien, ou chimiques, comme pour cette enzyme. Pour produire les protéines dont elle a besoin, une cellule commence par transcrire un segment d'ADN, un gène, en un brin d'ARN messager. Ceci se passe dans le noyau. Cet ARN messager est comme un bon de commande, une description de la protéine à construire. Il va quitter le noyau à destination du cytosol, c'est l'espace le plus large entre le noyau et la membrane cellulaire dans lequel tous les composants de la cellule baignent. C'est le rôle des ribosomes de s'attacher ensuite aux brins d'ARN pour les traduire en la chaîne d'acides aminés à laquelle ils correspondent. Celle-ci se repliera ensuite pour prendre sa forme finale de protéine fonctionnelle. Comme on l'avait souligné dans l'épisode sur les nanomachines biologiques, je vous encourage à penser ces productions comme des flux. Il y a à chaque instant des dizaines de gènes qui sont transcrits, des centaines de brins d'ARN messagers qui passent du noyau au cytosol pour être traduits en protéines par un des millions de ribosomes. La traduction en protéines d'un même brin d'ARN a lieu de nombreuses fois en boucle, et tout ce petit monde travaille en permanence en parallèle. Revenons à notre coronavirus. Pour pirater toute cette machinerie, la première étape consiste à rentrer dans la cellule ou à faire en sorte que la cellule cible nous capture. Et pour cela, il faut montrer patte blanche. Pour réaliser cela, les virus exhibent généralement des protéines de surface compatibles avec certains récepteurs sur la membrane cellulaire. Dans le cas du coronavirus, c'est un des rôles de la fameuse protéine spike.
Une fois branchée, la cargaison est ainsi détectée par la cellule et une réaction en chaîne de l'autre côté de la membrane cellulaire commence. Vous noterez ici les protéines en vert, la clatrine, dont la forme 3D et l'assemblage va courber la paroi cellulaire jusqu'à internaliser une vésicule contenant la cargaison. C'est le mécanisme d'endocytose. On se retrouve donc maintenant avec le virus dans une vésicule, dans la cellule cible, et c'est le moment pour la protéine Spike de jouer son deuxième rôle. Ici, vous voyez une illustration avec le virus de la dengue, mais le mécanisme est similaire. La protéine de surface change de forme et va rapprocher la paroi du virus à celle de la vésicule qui le contient jusqu'à la fusion des deux. Chez le coronavirus, la protéine Spike joue donc ainsi deux rôles, celui de clé pour rentrer dans la cellule et le rôle de goupille pour déclencher la fusion des membranes virus-vésicule. Ce second rôle est, dans certaines conditions, déclenché directement en surface de la cellule cible sans l'étape d'endocytose. La protéine Spike est dégoupillée, joue son rôle mécanique, et la membrane du virus fusionne avec la paroi cellulaire, libérant ainsi l'ARN viral à l'intérieur de la cellule, plus précisément dans le cytosol. Et oui, désolé de surprendre certains d'entre vous, mais le SARS-CoV-2, comme une très grande partie des virus, est une machine qui injecte dans vos cellules de l'ARN, son ARN. Et ça ne se restreint malheureusement pas à celui de la protéine Spike. Le génome du SARS-CoV-2 est une chaîne de pas loin de 30 000 nucléotides de long qui encode les informations relatives à la production d'une trentaine de protéines différentes. Parmi ces protéines, il y a bien sûr les protéines dites structurelles, c'est-à-dire celles qui feront partie physiquement du virus. Il s'agit essentiellement de la protéine Spike, des deux protéines de membrane E et M, et des nucléocapsides qui rangent l'ARN viral. Mais on y trouve également des protéines qui jouent les rôles mécaniques qui ne sont pas assurés par la cellule piratée, essentiellement autour de la réplication de l'ARN viral. On détaillera ceci un peu plus tard. Et enfin, ceci s'accompagne de toute une boîte à outils de protéines avec des rôles plus périphériques, comme interférer avec les mécanismes de défense, et même plus rigolos, comme dans le cas de la protéine NSP1, qui va venir se fixer sur les ribosomes de la cellule, les structures responsables de la traduction d'ARN en protéines. NSP1 va empêcher les ARN messagers venant de la cellule elle-même d'être traités par les ribosomes, tout en laissant passer les ARN viraux. En résumé, le rôle de cette protéine NSP1 est d'arrêter toute la production protéique cellulaire normale pour réserver les capacités de production aux besoins du virus. Une fois l'ARN viral dans le cytosol, les ribosomes, dont c'est le travail, en commencent la traduction en protéines. À ce stade, les protéines pertinentes ne sont pas les protéines structurelles qui formeront le virus, mais principalement deux kits de protéines. Un premier kit qui va s'attaquer au réticulum endoplasmique de la cellule. Il s'agit de la structure membranaire à la forme très alambiquée que vous voyez ici. Les protéines virales vont déformer cette structure pour créer des vésicules. Vous en voyez ici une reconstitution 3D par tomographie sur une vraie cellule. Un second kit de protéines va s'assembler pour former une machine du nom de complexe réplicase transcriptase. C'est elle qui va se charger de réaliser des copies de tout ou partie de l'ARN viral. L'étape d'installation du virus est l'une des plus complexes et n'est pas encore intégralement comprise, mais on sait qu'à son issue, on aura ces vésicules sculptées par les protéines virales, au sein desquelles on trouvera des complexes réplicases transcriptases, ainsi que l'ARN du virus. Cette étape d'installation de la machinerie virale dans des organelles dédiés a plusieurs objectifs. Travailler sans être dérangé par les autres mécanismes cellulaires, ni attirer l'attention des mécanismes de défense, mais surtout s'organiser en temps et en espace plus facilement, en ayant l'ARN viral à portée de main, plutôt que de devoir le rencontrer au hasard des diffusions dans le cytosol. Une fois installé dans sa vésicule de travail, le complexe de réplicase transcriptase a deux rôles distincts qui consistent tous les deux à répliquer de l'ARN, mais dont la finalité diffère. Il réalise des copies de l'ARN viral dans son intégralité, qui sont destinées soit à faire partie de virus qu'on cherche à produire, soit à finir dans une nouvelle vésicule de production virale. Mais ce complexe de réplicase transcriptase réalise également des copies partielles de l'ARN viral, des copies des segments d'ARN qui correspondent aux protéines structurelles, dont spike, membrane, enveloppe et nucléocapside. Ces segments d'ARN finiront dans le cytosol, là où la machinerie cellulaire, en l'occurrence les ribosomes, sera mise à profit pour les traduire en boucle en leurs protéines virales correspondantes.
Pour le moment, on voit donc bien comment le SARS-CoV-2 interagit avec la cellule piratée pour construire chacune des parties qui formeront des copies de lui-même. Mais ça ne nous dit pas encore comment on passe d'une soupe des bons constituants à des assemblages précis de ceux-ci pour former des SARS-CoV-2 finis. Pour comprendre cela, on va revenir sur quelques points du fonctionnement cellulaire qu'on avait laissé de côté et qui sont totalement fascinants. Dans les épisodes précédents, on avait parlé de la production à la chaîne de protéines par les ribosomes, puis de simple diffusion de ces protéines dans le cytosol. Mais ceci ne couvre évidemment pas tous les besoins cellulaires. Certaines protéines travailleront libres à l'intérieur d'organelles précis de la cellule, comme c'est le cas de la machinerie transcrivant les gènes en ARN au sein du noyau. D'autres protéines nécessitent d'être intégrées dans la membrane de leur organelle. C'est le cas notamment de l'ATP synthase dont on avait parlé, cette machine sur la membrane de la mitochondrie et dont le rôle est de produire les unités de carburant, la monnaie énergétique de la cellule, l'ATP. Une question se pose alors. Comment des protéines qui sont produites au sein du cytosol peuvent finir à l'endroit auquel elles sont destinées, à l'intérieur ou en surface de la bonne organelle? En fait, le mot protéine a une forme d'ambiguïté, car il peut désigner à la fois la chaîne d'acides aminés traduite de l'ARN par un ribosome et la forme finale repliée et fonctionnelle que prendra cette chaîne. Mais comme on va le voir, entre les deux, il peut y avoir beaucoup de différences. Lorsqu'une chaîne d'acides aminés sort d'un ribosome, elle vient en quelque sorte avec tout un tas de métadonnées. Il peut y avoir des informations qui encodent dans un langage compris par la cellule l'adresse d'une destination précise, voire plusieurs adresses imbriquées indiquant une première destination puis une seconde. On y trouve également des métadonnées de modification qui décrivent des ajouts à faire sur la protéine et qui ne sont pas des acides aminés. Ces segments de métadonnées seront parfois retirés avant le repliage en la protéine finale. C'est souvent le cas des segments d'adresse qui sont usuellement coupés une fois la protéine arrivée à la destination qu'ils indiquent. Enfin, dans la protéine elle-même, certains segments d'acides aminés auront des affinités avec les acides gras formant la membrane cellulaire. Et c'est à la fois ce qui précise si la protéine doit être intégrée sur une membrane et ce qui sera responsable de cette intégration. Certaines protéines sont littéralement cousues sur la membrane, leur chaîne d'acides aminés passant de nombreuses fois d'un côté à l'autre. Ainsi, toutes les informations sont disponibles dans la chaîne initiale d'acides aminés depuis laquelle la protéine finale se formera. Mais ça ne nous dit pas encore comment ces informations sont utilisées. Une des solutions possibles pour produire et mettre en place ce type de protéine avec une destination précise est de le faire en passant par deux étapes. Le réticulum endoplasmique, qu'on a déjà évoqué, et qui joue le rôle de zone de production et d'entrepôt, puis par une seconde structure similaire, l'appareil de Golgi, qui s'occupe des finitions des protéines, de leur triage et de leur envoi ciblé. Voici le réticulum endoplasmique. Comme on l'a vu, c'est une structure membranaire à la forme très alambiquée. On remarque sur cette structure la présence de protéines, en vert ici, certaines jouent le rôle de pores d'entrée-sortie et d'autres de détecteurs spécialisés. Plaçons-nous au début d'une étape de traduction par un ribosome d'ARN en la chaîne d'acides aminés depuis laquelle se formera notre protéine. Si celle-ci a une destination précise et doit l'atteindre par la route réticulum endoplasmique appareil de Golgi, les premiers acides aminés produits, qui commencent à pointer leur nez en sortie de ribosome en jaune ici, correspondent à une signature typique indiquant à la cellule que la première destination est le réticulum endoplasmique. Dans le cytosol sont présentes des protéines, en rouge ici, capables de reconnaître cette séquence précise. Elles viennent en quelque sorte s'y brancher pour interrompre le processus de traduction. On a donc maintenant un ensemble ribosome, ARN et protéines bloquantes qui va se diffuser au hasard des mouvements browniens dans le cytosol. Il finira tôt ou tard par rencontrer une des très nombreuses protéines de détection en surface du réticulum endoplasmique et la protéine qui bloquait jusqu'alors la traduction permet de s'y brancher. Elle se détache ensuite et la traduction reprend à l'intérieur d'un des pores disponibles. Si c'est une protéine à destination d'une membrane, c'est au moment de cette production qu'elle sera intégrée à sa membrane en glissant latéralement depuis ce pore de production et c'est l'ensemble membrane plus protéine qui sera expédié. On verra un peu plus tard comment. Si la protéine n'a pas vocation à être intégrée sur une membrane, elle finira à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Et comme c'est une structure à la forme très alambiquée, il n'y a quasiment pas de diffusion. Les protéines restent proches de leur lieu de production.
Celles dont la destination finale n'est pas le réticulum endoplasmique lui-même doivent maintenant passer par l'appareil de Golgi, un ensemble de structures membranaires disjointes. Elles seront reconnues par des protéines spécialisées intégrées dans la membrane du réticulum qui vont déclencher un mécanisme similaire à l'endocytose qu'on a précédemment décrit. D'un côté, il y aura les protéines détectées pour expédition, non représentées ici, et leur détection par des protéines transmembranaires déclenchera de l'autre côté l'association de protéines à la forme géométrique adaptée pour sculpter et détacher une vésicule. Les vésicules ainsi produites contiennent donc les protéines à expédier, et dans le cas où celles-ci sont des protéines de surface, elles se trouvent sur la membrane de la vésicule elle-même. La surface de ces vésicules reflète les métadonnées de la cargaison, notamment tout un ensemble de signaux qui précisent la destination de celle-ci. On y trouve entre autres un mécanisme clé-serrure qui a un peu le même rôle que la protéine spike d'un SARS-CoV-2. Il s'agit d'exhiber en surface les protéines complémentaires à des protéines de détection qui ne se trouvent que sur l'organelle cible. Ceci permet à ces vésicules de transport de se brancher et de fusionner avec la bonne organelle et uniquement avec la bonne. Ici, on pourrait se dire que les vésicules ainsi produites pourraient se contenter d'atteindre leur destination par diffusion au hasard des mouvements dans la cellule et de se brancher sur leur destination par ce mécanisme clé-serrure, comme dans le cas du ribosome interrompu. Mais il y a au sein de la cellule des mécanismes de transport beaucoup plus efficaces que la simple diffusion. Une cellule a tout un ensemble de tubes et de filaments internes, le cytosquelette, qui joue un rôle structurel mais également un rôle de réseau routier. Se déplacent à leur surface des protéines motrices, distinctes les unes des autres en fonction du type de support sur lequel elles se déplacent et de leur sens de déplacement sur ce support. Ici vous voyez des microtubules dont l'orientation dans la cellule est essentiellement radiale. On y voit de la dinéine se déplacer vers la périphérie de la cellule. Le trajet inverse pour ce type de support est assuré par une autre protéine, la kinésine. Lorsque nos vésicules sont produites depuis le réticulum endoplasmique, celles-ci présentent à leur surface l'adaptateur correspondant à la protéine motrice allant dans la bonne direction. Ceci leur permet de s'y brancher et de profiter du voyage. Pour aller d'un compartiment de l'appareil de Golgi à un autre, ou de l'appareil de Golgi à la destination finale, ce sont des mécanismes similaires qui entrent en jeu. De reconnaissance, formation de vésicules et d'expédition. Revenons à notre coronavirus. Sa réplicase transcriptase est installée dans les vésicules créées pour l'occasion sur le réticulum endoplasmique, pour travailler sur le génome du virus. Et les ribosomes de la cellule sont réservés à la traduction de ces ARN viraux. Tout est prêt pour la phase industrielle de production virale. Comme on l'a dit, cette réplicase transcriptase envoie dans le cytosol des copies de l'ARN complet du virus et des brins d'ARN correspondant aux protéines structurelles spike, membrane, enveloppe et nucléocapside. Les protéines S, M et E, c'est-à-dire spike, membrane et enveloppe, sont toutes les trois des protéines dont la destination finale est d'être intégrées dans la membrane du virus. Pour ces trois protéines, les étapes de production commenceront donc, comme on l'a vu, par le réticulum endoplasmique puis par l'appareil de Golgi. Il faut imaginer ici qu'une véritable mosaïque de ces protéines S, M et E recouvre la membrane de ces deux structures. Vous voyez ici cette mosaïque de protéines virales de surface sur le premier compartiment de l'appareil de Golgi. Vous noterez que les extrémités des protéines destinées à pointer vers l'extérieur du virus sont ici vers l'intérieur du compartiment. A l'inverse, ce qui doit finir vers l'intérieur du virus pointe pour le moment vers le cytosol. Ces protéines de surface peuvent commencer à s'assembler pour former deux petits radeaux sur leur membrane. En gris ici, il s'agit des protéines N, les nucléocapsides. Elles ont été produites directement dans le cytosol et s'y diffusent. Leur job est de ranger proprement l'ARN complet du virus lorsqu'elles en croisent un brin. Ces ARN complets empaquetés se diffusent dans le cytosol jusqu'à entrer en contact avec un des radeaux de protéines de surface du virus qui attendait sur son compartiment membranaire. Les protéines M et E, pour membrane et enveloppe, entrent en scène. Elles vont orchestrer la formation des vésicules virales autour de l'ARN empaqueté, achevant donc ainsi la copie d'un coronavirus. Vous remarquerez que cette vésicule virale se retrouve à l'intérieur de l'appareil de Golgi.
À ce stade, elle est traitée par la cellule comme un corps unique qui va continuer sa route vers sa destination finale, l'extérieur de la cellule, via les moyens qu'on a déjà détaillés. Ces virions seront enveloppés dans des vésicules de transport et acheminés vers la paroi cellulaire où se produira l'inverse d'une endocytose, l'exocytose. Les vésicules de transport fusionnent avec la paroi, libérant ainsi dans l'espace extracellulaire leur cargo, c'est-à-dire ici nos SARS-CoV-2 tout frais sortis d'usine et prêts à infecter d'autres cellules. En résumé, un virus tel que le SARS-CoV-2 met à profit vos cellules en volant les ressources énergétiques et matérielles qu'il ne peut pas acquérir lui-même. L'ATP qui sert de carburant à sa réplicase transcriptase, les lipides qui forment sa membrane, les nucléotides qui forment son ARN et enfin les acides aminés pour ses protéines virales. Mais ils veulent également du savoir-faire, celui des ribosomes de la cellule pour traduire des parties de son ARN en protéines, et celui de toute l'organisation de la production pour assembler tout ceci en virions et les expédier hors de la cellule. Pour parler des vaccins, il faudrait certainement tout un épisode dédié, mais à l'issue de cette vidéo, on peut attirer l'attention sur un point autour des craintes de l'injection d'ARN. Un virus tel que le SARS-CoV-2 est déjà une structure qui vous injecte de l'ARN et il le fait massivement avec une chaîne de 30 000 bases codant une trentaine de protéines. Il invalide les cellules qu'il infecte et comme il se réplique exponentiellement dans l'organisme, des cellules seront la cible de cette injection massive d'ARN pendant une longue période. A l'inverse, un vaccin ne contient qu'une infime partie de l'ARN viral, n'invalide pas les cellules qu'il infecte, et comme il n'a aucun mécanisme pour se répliquer, son activité se résume aux cellules musculaires initialement ciblées et ne dure qu'un temps relativement court avant que son ARN ne se dégrade naturellement. Avant de nous quitter, n'oubliez pas qu'il s'agit ici de vulgarisation et non d'un cours. Certains mécanismes ont été simplifiés et des détails ont été omis. Si vous désirez avoir des précisions quantitatives sur certains de ces mécanismes, je vous invite à plutôt consulter les sources dans la description. Un grand merci aux chercheurs et artistes m'ayant autorisé l'utilisation de leurs animations, notamment Smart Biology, Janet Iwaza et WeiTV. Vous trouverez également les liens vers leurs travaux et le reste de leurs animations en description. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, éventuellement sur Utip ou Tipeee, mais surtout en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.